Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Moulay Hicham El Alaoui, le cousin du roi du Maroc Mohamed VI, qui est aussi chercheur à l'université de Stanford en Californie et qui est souvent surnommé le prince rebelle. Merci à vous d'être venu sur France 24. Merci à vous. Assiste-t-on au réveil, au printemps arabe? On n'arrête pas d'essayer de décrire cette situation. Comment est-ce que vous la vivez? Je crois que nous assistons à un changement de paradigme. Aujourd'hui, dans le monde arabe, les peuples disent « assez, c'est assez » et disent « nous voulons plus de cette exception arabe qui fait de nous des gens soumis et nous voulons tout simplement nos droits et nous les voulons de manière responsable et de manière constructive. Il n'y a rien qui nous sépare de d'autres peuples. » Je crois que c'est ça le point de départ. Donc c'est une rupture fondamentale? Je pense que c'est une rupture fondamentale. Maintenant, est-ce que cela va aboutir à des transitions, à des systèmes vraiment démocratiques ou pas? Cela reste une autre question. Ça reste une question ouverte. Est-ce que, comme beaucoup, vous avez été surpris? Absolument. Nous sommes dans quelque chose de totalement nouveau. Il y a 6 mois, personne d'entre nous n'aurait imaginé une seule seconde qu'on se trouverait dans une situation pareille. Et du reste, c'est dans des événements qu'on vit une fois dans un siècle. Mais qu'est-ce qui vous surprend le plus? Cette spontanéité, cette espèce de révolution sans leader? Enfin, qu'est-ce qui vraiment vous surprend le plus? Écoutez, beaucoup de choses me surprennent. On pourrait en parler. Moi, ce qui me surprend, c'est cette vague pour laquelle il n'y a absolument aucune barrière. Le mouvement en Égypte a commencé à la suite du mouvement en Tunisie. Alors qu'on nous disait, attention, l'Égypte, c'est totalement différent. La vraie surprise, c'est la Tunisie. Parce que ça reste un système, c'était un système extrêmement verrouillé, une dictature implacable, mais qui s'est lézardée très vite et qui est tombée littéralement au bout d'une semaine. C'est ça qui nous a surpris. L'Égypte connaît une pression sociale depuis un certain moment, elle connaît une contestation depuis un certain moment. Le régime était clairement en crise en Égypte. Mais de manière générale, on voit l'absence de barrières. On voit que c'est d'abord l'influence des blogueurs en Iran, du mouvement vert, qui passe la barrière au monde arabe. Après l'Égypte, on voit le mouvement vert redynamiser une autre fois, en fait, boomerang, en utilisant les mêmes slogans, en utilisant la même méthode qu'en Égypte. On voit que la Chine, le système autoritaire, a peur de la contagion, disons de la diffusion, et c'est vraiment un effet de propagation, de diffusion très très puissant. Et donc, on le voit en Libye, à Bahreïn. Est-ce que vous pensez, au Yémen, est-ce que vous pensez que ces régimes-là sont spécialement vulnérables? Écoutez, quand on étudie les systèmes et les régimes de près, et quand on étudie les transitions démocratiques, c'est une relation où il y a plusieurs variables. Une variable, c'est la solidité du régime en place et ses piliers de stabilité. Et de l'autre côté, il y a, si vous voulez, l'organisation et l'énergie de l'opposition. Et là, chaque pays est conforme à sa propre logique et a des données bien spécifiques à lui. Donc, tout ce que nous pouvons prévoir, c'est qu'il y aura de la contestation, c'est qu'il y aura une demande de plus de démocratie, mais on ne peut pas dire plus. Mais ce qui est frappant, c'est que la demande commence par des demandes sociales et finit par une demande de départ immédiat, non pas retardé, de la personne qui est au pouvoir. Et oui, il semblerait qu'il y ait une mutation au fur et à mesure que les événements se multiplient. Maintenant, on enjambe la demande de changement concernant la situation sociale et on va directement au volet politique. Cela semble le cas au Yémen, au Bahreïn ou en Jordanie, par exemple. Alors que les gouvernements essaient de donner des gages, surtout en donnant des subventions, des choses comme ça, des gages plus économico-sociaux. C'est clair, les systèmes vont utiliser tout l'arsenal qui est à leur disposition. Et pomper dans le budget pour faire en sorte à ce qu'on stabilise les prix, c'est bien sûr un outil qu'on utilisera, mais il ne faut pas se tromper. La revendication aujourd'hui est politique.
il y a une dimension politique. Les gens veulent participer dans la construction de leur avenir. Ils veulent que les gouvernants leur rendent des comptes. Et ils veulent choisir ceux qui vont les gouverner. Donc vous êtes confiant que cela va se transformer en démocratie, peut-être petit à petit? Ou vous craignez que... Écoutez, on ne peut pas dire. Il y aura des pays qui rentreront en transition. Ces pays qui rentreront en transition rentreront dans des modes différents. Il y a des systèmes qui connaîtront des ruptures, d'autres connaîtront des réformes. D'autres systèmes, d'autres pays seront dans un no man's land avec une contestation mais sans transition, et d'autres systèmes résisteront un peu plus. Donc je pense que c'est ça l'éventail des possibilités. Les barbus, les islamistes, on en parle beaucoup en France, dans les pays occidentaux. On a raison d'en avoir peur? Écoutez, je constate avec consternement et irritation que c'est vraiment une obsession en Occident. Il faut se dire que l'islam politique est là, et l'islam politique va être un facteur important, mais il ne va pas être le seul facteur. Je pense que ce mouvement est en lui-même individualiste, c'est-à-dire qu'il est construit sur la personne, et donc il y a une revendication qui est démocratique et qui est libérale. L'islam sera toujours vécu par les musulmans d'une manière très forte parce qu'on a notre relation avec la prophétie est différente, mais je pense que les musulmans aujourd'hui, les Arabes, veulent une autonomie entre la sphère religieuse et la sphère politique. Ça ne veut pas dire laïcité à la française, mais ça veut dire dialogue entre ces deux sphères, ça veut dire accommodement. D'accord. Il y a un pays où ce mouvement de protestation ne semble pas prendre racine, c'est le vôtre, le Maroc. Vous expliquez ça comment ? Écoutez, d'abord, scientifiquement, c'est pas parce que rien n'est arrivé jusqu'ici que rien n'arrivera. Donc, vous pensez que quelque chose peut arriver ? D'abord, je commence par la méthodologie. Ensuite, je vous dirais que le Maroc n'est pas une exception. Il y a des choses qui nous rapprochent de ces pays. Il y a des choses qui nous différencient. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire et à croire que nous avons des atouts. Nous ne sommes pas une exception, mais nous avons des atouts. Ces atouts, c'est la tolérance, un champ politique où il y a des structures d'intermédiation et un centre. Ce centre s'appelle la monarchie. Elle est légitime, elle est culturellement ancrée. Ce que les gens voudraient voir, ou la plupart des gens, les gens voudraient voir un progrès, des réformes politiques dans un contexte monarchique. Cela peut changer demain. Cela peut changer dans 5 ans. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, ou la majorité des Marocains s'accordent à dire, que la présence de la monarchie est un facteur optimal. D'accord, mais pour l'instant, c'est une monarchie absolue. Pour l'instant, c'est une monarchie qui est, sur le plan juridique et constitutionnel, oui, absolue, c'est-à-dire qu'elle a des vastes pouvoirs constitutionnels et légaux. Laissez-moi finir. Cela ne veut pas dire que c'est un système politique fermé au totalitaire. C'est un système autoritaire souple. Mais il est vrai que sur le plan légal et sur le plan de la pratique, la monarchie concentre beaucoup de pouvoir en ses mains. Donc, dans un monde idéal, le roi du Maroc deviendrait un petit peu l'équivalent de la reine d'Angleterre ou du roi d'Espagne. Éventuellement, à mon avis, je ne représente personne, je représente seulement moi-même. À mon avis, c'est la meilleure manière de pérenniser la monarchie. Et c'est inévitable ? Inévitable. Vous savez, à terme, oui, si la monarchie va rester, je pense que c'est inévitable. Alors, on parlait de contestation au Maroc. Le 20 février, ce dimanche, il y a un mouvement qui a été appelé, notamment à travers les réseaux sociaux. On verra évidemment ce que la mobilisation va donner. Est-ce que vous y êtes favorable ? Personnellement, je tiens à vous dire que j'adhère à toute initiative, à toute démarche qui appelle à la démocratisation de notre système politique. En prenant, bien sûr, en compte la nécessité qu'elle soit pacifique et la nécessité que tout mouvement allant dans ce sens doit être tolérant, c'est-à-dire qu'il doit accepter le reste. En l'occurrence, il semblerait que ce mouvement réunit toutes ces conditions et donc j'y adhère et je souscris à cela. Et pour ceux qui connaissent le Maghreb ou ceux qui s'intéressent au Maghreb, je les invite à voir un clip, plutôt un segment sur YouTube du collectif de jeunes qui ont lancé ce mouvement. C'est un exemple d'éloquence, c'est un exemple de sophistication politique et c'est un exemple
de dignité. En tant que Marocain, je suis fier de voir ces jeunes formuler un discours politique aussi intelligent. Vous ne craignez pas que le régime voit ça d'un mauvais œil et essaye d'étouffer cela ? Écoutez, d'abord quand on parle de régime, on ne peut pas parler d'un bloc monolithique. Dans ce régime a plusieurs courants. Comment vous expliquer ? Je crois qu'on est un peu pris d'anxiété parce que tout ça est très nouveau pour nous et on a peur forcément de la déstabilisation. Mais à terme, je pense que c'est la direction à prendre, bien sûr, dans la sérénité et bien sûr dans le dialogue et dans le débat pour éviter que les choses ne basculent dans une logique radicale. Et, dernière question, est-ce que vous serez prêt à jouer un rôle politique dans cette transition que vous appelez ? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis très bien là où je suis. Je crois que le Maroc a besoin de clarté. Et ce n'est pas en rajoutant une couche qu'on verra plus clair. Donc, je suis content là où je suis. Je veux garder mon autonomie intellectuelle. Je veux garder mon indépendance critique. Et c'est la voie que j'ai choisie. L'aiguillonnage, oui. Le pilotage, cela ne me concerne pas. Très bien, Prince Moulay Hicham El Alaoui, merci d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien.